Zone Europe. Bonjour et bienvenue dans Zone Europe sur Sensation, une émission enregistrée au Parlement européen de Bruxelles et réalisée en association avec TV78. Voici le sommaire de ce nouveau numéro. L'eurodéputée Caroline Roux sera l'invitée de Corentin Alonso, l'occasion notamment d'évoquer la protection des animaux pendant le transport. La construction européenne et ses personnages emblématiques, nous vous parlerons de Louise Weiss, cette Française surnommée la grand-mère de l'Europe. Voyager dans l'assiette, le terroir normand sera à l'honneur, nous vous emmènerons dans l'heure pour vous faire découvrir la recette d'un hamburger. Les expressions populaires à présent, être très connu, les Français disent être connu comme le loup blanc, les Néerlandais eux disent être connu comme le chien multicolore. Que dit-on ailleurs? C'est ce que nous verrons à la fin de cette émission. Mais avant, que fait l'Europe dans notre région? Un exemple tout de suite. Zone Europe, l'Europe dans ma région. Je reçois Laurent Vastel, maire de Fontenay-aux-Roses, pour parler de la création d'un bioparc à Fontenay-aux-Roses. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler, comme je le disais, de la création d'un bioparc à Fontenay-aux-Roses dans le 92. Avant cela, est-ce que vous pouvez nous rappeler ou nous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, les objectifs de Vallée Sud Grand Paris? Alors, Vallée Sud Grand Paris est un territoire, donc c'est une association de 11 villes qui a en particulier, dans les compétences juridiques qui lui sont attribuées par la loi, le développement économique. Et donc, l'un de ses objectifs, bien sûr, c'est de favoriser la création d'entreprises sur l'ensemble du territoire. Et alors, comment est né justement le projet du bioparc, et comment est-ce que vous l'avez accueilli au sein de Fontenay-aux-Roses? Alors, en fait, on l'a même initié, à vrai dire, puisque ce projet avait même été déjà un peu en gestation avant même la création de Vallée Sud Grand Paris. Pourquoi? Parce que Fontenay-aux-Roses est particulier en ce sens que nous avons à la fois le CEA, le commissariat à l'énergie atomique à Fontenay-aux-Roses depuis maintenant 70 ans, qui a abandonné toutes ses recherches dans le domaine du nucléaire, mais qui en fait a développé tout un pôle de recherche biomédicale. Et nous avons également l'IRSN, c'est l'Institut de radioprotection et de sécurité nucléaire, qui travaille aussi sur les effets des radiations et qui a aussi une importante implantation quasiment sur le même site à côté, à Fontenay-aux-Roses. Et donc, dans les objectifs du CEA, il y a le transfert de technologie, le transfert de compétences. Et donc, il nous paraissait, comme ça a été fait d'ailleurs sur d'autres compétences, notamment dans d'autres grands secteurs comme le laser à Bordeaux, de développer un site qui bénéficie finalement de l'expertise du CEA et d'IRSN en matière de biotechnologie. Est-ce que le besoin le plus flagrant finalement à travers ce projet, c'était de réunir plusieurs entreprises de la santé? Alors l'idée, c'est plutôt de bénéficier de cette opportunité dans une région Île-de-France qui est quand même fortement axée sur la recherche biomédicale. Il y a beaucoup de laboratoires pharmaceutiques et de recherche biomédicale dans notre région capitale. Et donc dans une zone qui est en plus favorable, puisque ni trop éloignée, ni trop proche de Paris, est bien desservie, de favoriser l'implantation d'entreprises innovantes dans le secteur des biotechnologies, c'est-à-dire culture cellulaire, tout ce qui est bioingénierie moléculaire, en fait, qui est l'une des particularités du CEA aujourd'hui. Et alors le bioparc accompagnera donc des entreprises du secteur de la santé. Pourquoi est-ce que vous avez décidé justement de vous concentrer sur ce secteur, et que permettra cette concentration de ces entreprises sur un même lieu? Justement, il y a deux aspects. Premièrement, quand on concentre des entreprises qui ont la même thématique, on a un effet de synergie en général qui est toujours positif. Et donc ça, c'est une des raisons. Et puis l'autre, c'est que quand on veut mettre au point, par exemple, un nouvel anticorps qui va avoir telle ou telle fonction, eh bien, il faut avoir accès à des plateaux techniques, parfois pour la mise au point, notamment un certain nombre de process, et qui sont à l'intérieur du CEA. Ce qui veut dire que le bioparc de Fontenay-aux-Roses, il permet d'avoir accès aussi aux installations du CEA et des RSN pour progresser, si j'ose dire, et pour avoir une forme de coaching, d'une certaine façon, sur la mise au point des process de fabrication. Et aujourd'hui, dans les différents projets de Vallée Sud Grand Paris, il y a cet enjeu environnemental. Alors justement, est-ce que ce projet répond également à un enjeu environnemental, et en quoi il y répond? Alors il y répond en ce sens qu'il est bien situé, notamment à côté, quasiment à quelques mètres d'un tramway qui permet d'être assez largement desservi et donc d'être facile d'accès. C'est son principal avantage. Accessoirement, les biotechnologies, elles ont
par définition une vocation environnementale aussi. On voit bien avec la crise sanitaire aujourd'hui que la recherche dans le domaine virologique, bactériologique, ce sont des recherches qui ont une utilité en tout cas environnementale et sur la santé de nos concitoyens. Et c'était justement un des objectifs de placer ce bioparc à Fontenay-aux-Roses, c'était par rapport au transport en commun, de faciliter finalement l'accès grâce au transport en commun? Alors c'est l'un des objectifs, peut-être pas, parce que on était quand même la principale opportunité, c'était encore une fois l'existence du commissariat à l'énergie atomique de Fontenay-aux-Roses, qui est un énorme site de recherche, et donc de créer autour, je dirais, un endroit favorable pour le développement d'entreprises dans le même domaine. Et alors au-delà de l'enjeu environnemental qu'on vient d'expliquer, il y a 3 objectifs distincts. Une offre de services expertes dédiée, favoriser les relations de partenariat avec les centres de recherche du territoire et favoriser l'intégration dans l'écosystème régional. Comment est-ce que vous avez constitué justement ces objectifs? Alors ces objectifs, ils résultent un petit peu de ce que j'ai expliqué, c'est-à-dire globalement on a 2 grands centres de recherche biotechnologiques qui sont à quelques dizaines de mètres en fait de l'endroit où se crée le bioparc, et donc il y aura un bureau scientifique avec les entreprises qui sont sélectionnées qui vont en fait bénéficier d'un partenariat avec le CEA, avec les RSN. Donc ce sont, je dirais, des entreprises qui vont être dans un milieu extrêmement favorable grâce à ces synergies, sans avoir à aller à l'autre bout de la région parisienne pour échanger sur tel ou tel process. Et donc c'est généralement les bonnes conditions pour faire émerger en fait des projets viables. Et est-ce que c'est positif justement cette implantation d'un bioparc au sein de Fontenay-aux-Roses en tant que maire? C'est positif pour vous, pour votre ville? Tout ce qui implante à la fois des entreprises, des emplois est forcément positif, parce qu'on ne peut pas avoir d'un côté les endroits où on va travailler et de l'autre côté les endroits où on vit. Il faut qu'il y ait quand même ce qu'on appelle de la mixité fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il faut que les gens il y ait une certaine proximité avec leur lieu de travail. C'est aujourd'hui le cas, puisque historiquement il y a quand même plus de 1000 chercheurs aujourd'hui sur les 2 sites qui travaillent déjà, et donc avoir une forme de campus qui permette l'émergence de nouvelles entreprises, c'est quelque chose qui est parfaitement adapté en fait à la situation déjà préexistante de notre ville. Et alors pour mener à bien le projet, vous avez pu bénéficier du fonds de soutien européen, le FEDER, qui a cofinancé à 42%, soit 1 434 815 €. À quoi va servir cet argent? Est-ce qu'il est dédié à des travaux spécifiques? Alors il est dédié en fait à l'aménagement des locaux de cet espace qui fait 1500 m² et qui est dans un immeuble préexistant, qui a vocation bien sûr à s'étendre ensuite. On a sollicité en fait l'aide de l'Europe parce que c'était une opportunité qui s'offrait à nous. Alors on est très fiers parce que l'Europe est quand même extrêmement exigeante sur la qualité des projets, et on voit bien que ce projet il a je dirais, séduit un petit peu les différentes commissions, parce qu'il est parfaitement intégré déjà à l'existant, tout en faisant un prolongement qui a de bonnes chances d'être performant, quoi. Alors justement, qu'est-ce que vous avez fait pour obtenir le soutien du FEDER? Est-ce que c'était un chemin qui était un petit peu long? Alors c'est un chemin qui est un petit peu long. Il y a un dossier avec un projet qui doit être chiffré, qui a sorti de conditions de temporalité d'ailleurs qui sont extrêmement strictes et d'une grande rigueur. Et donc le projet, je dirais, il a ces qualités intrinsèques qui font qu'il a séduit effectivement les différentes commissions qui l'ont examiné. Et est-ce que vous avez défini une date butoir pour finaliser le projet Bioparc et accueillir les entreprises du secteur de la santé, ou est-ce que la crise sanitaire a un petit peu mis du retard finalement dans ce projet? Alors oui, on a pris quelques mois de retard du fait de la crise sanitaire, mais a priori, on devrait à la fin de cette année en faire l'inauguration. Donc on avance. Et pour vous, c'est une fierté finalement parce que le secteur de la santé, on le voit depuis le début de la crise sanitaire, on a applaudi même les médecins, etc. Mais c'est bien plus grand, le domaine de la santé, le domaine de la recherche surtout. C'est une fierté pour vous d'implanter justement la santé au sein de votre ville? Oui, d'autant que je suis moi-même médecin, donc par définition, je suis très sensible à cet aspect du développement. Je crois en plus que ce sont des technologies à très très haute valeur ajoutée, et on voit bien que
aujourd'hui, c'est un peu l'avenir de notre pays malgré tout. C'est-à-dire qu'on ne fabriquera pas des produits à bas prix, moins chers que beaucoup de pays. Par contre, ces produits de très haute technologie, on a la compétence, on a l'expertise, et donc je crois qu'il faut vraiment miser sur ce niveau véritablement d'expertise et sur le biomédical. Et est-ce que les habitants ont bien pris, justement, ont bien accueilli ce projet au sein de Fontenay-aux-Roses ? Oui, il n'y a pas eu de... Globalement, les gens sont plutôt assez contents de voir qu'on est un territoire d'innovation avec de la création d'entreprises. On avait créé d'ailleurs il y a 2 ans une structure qui a pour vocation, la maison des entrepreneurs, on appelle ça, c'est-à-dire une structure qui a vocation à accompagner les porteurs de projets. On a déjà accompagné plus d'une 60aine d'entreprises qui ont été créées comme ça, donc on est véritablement un territoire de création d'entreprises. Merci beaucoup Laurent Vastel d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations sur le projet, on peut se rendre sur le site valleesud.fr. Comme chaque semaine, nous vous faisons découvrir celles et ceux qui ont participé à la construction européenne. Aujourd'hui, Louise Weiss, cette Française est surnommée la grand-mère de l'Europe. Retour sur son parcours, son long combat pour l'Europe, les droits des femmes et la paix avec la Maison de l'Europe et le centre d'information Europe Direct. Zone Europe sur Sensation. Louise Weiss est née à Arras le 25 janvier 1893. En 1914, elle passe l'agrégation, qui est un examen qui permet d'entrer dans la fonction publique. Elle obtient également des diplômes de littérature des universités de Paris et d'Oxford avant que la Première Guerre mondiale ne commence. Pendant la Première Guerre mondiale, Louise Weiss revient en France, plus spécifiquement en Bretagne, afin d'y créer un petit hôpital militaire afin d'aider les soldats blessés et d'aider les réfugiés. En 1918, elle lance l'Europe Nouvelle, un journal qui a vocation, pour elle, selon elle, de fonder une méthode et un instrument de travail pour une science de la paix. L'Europe Nouvelle devient très rapidement un journal très réputé et respecté dans le milieu des affaires internationales. Louise Weiss considère le journalisme comme un moyen de faire la guerre à la guerre. Les femmes étant exclues à l'époque de la politique française, elle utilise en fait le journalisme, et notamment les différentes revues dans lesquelles elle travaille, afin d'y publier ses différentes idées. En 1938, elle convainc le gouvernement français de créer le Comité des réfugiés. Ce comité, financé par le gouvernement français, a pour vocation d'aider les Juifs à fuir l'Allemagne. Lorsque la France passe sous occupation nazie en 1940, la vie de Louise Weiss et de sa famille devient de plus en plus compliquée. Après que son frère ait échappé à une arrestation en 1943, elle finit par se cacher et rejoindre la résistance pour y éditer notamment le journal clandestin La Nouvelle République. Après la guerre, elle va entreprendre pendant une décennie de nombreux voyages dans le monde. À cette occasion, elle va rédiger de nombreux articles sur l'intérêt et l'importance que le monde occidental et que l'Europe doivent jouer dans le maintien de la paix au niveau européen. Elle va aussi beaucoup insister sur le rôle que l'Europe peut jouer dans le maintien des valeurs démocratiques. C'est cette conviction qui va la conduire à défendre l'Europe comme contrepoids aux États-Unis et à l'URSS. En 1971, elle crée la fondation Louise Weiss qui décerne chaque année un prix à une personne ou une institution qui a le plus contribué à faire avancer ce qu'elle appelle la science de la paix. Et parmi ces lauréats, on peut notamment citer Václav Havel ou Helmut Schmidt. Surnommée la mamie de l'Europe, elle est élue au Parlement européen en 1979 à l'occasion des premières élections européennes au suffrage universel direct. Et en tant que doyenne de l'Assemblée, elle y prononce le discours inaugural. Dans son discours, elle appelle notamment tous les Européens à s'unir au nom de leur culture commune et non d'intérêts économiques partagés. Après sa mort, le Parlement européen donnera son nom à son siège à Strasbourg, en hommage au soutien qu'elle a apporté aux valeurs européennes tout au long de sa vie. Place maintenant à notre invité politique. Corentin Alonso reçoit l'eurodéputée Caroline Rouse. Zone Europe, l'invité politique. Bonjour Caroline Rouse. Bonjour. Vous êtes eurodéputée, membre du groupe Les Verts, Alliance Libre Européenne au sein du Parlement européen. Vous êtes membre de la commission d'enquête sur la protection des animaux pendant le transport. Alors déjà, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'objectif de cette commission d'enquête qui a été lancée, je la rappelle, en septembre dernier? Oui, en fait, en septembre, on a lancé cette commission d'enquête. Alors c'était une demande sous l'ancien mandat à l'origine des Verts. L'objectif de cette enquête, justement, c'est de pouvoir vérifier les conditions de transport des animaux vivants et d'améliorer le texte, parce qu'il existe une réglementation, il y a un règlement 1.2005 qui va devoir être revu et amélioré, remis à l'ordre du jour, on va dire. Pour cette législature. Il y a quelques mois, vous vous êtes rendu en Italie, vous étiez en compagnie d'ONG de protection animale, d'un vétérinaire et d'autres membres aussi de la commission, donc de cette commission, Thomas Wetz et la présidente Tilly Mess. 2 camions ont été contrôlés en provenance de Pologne et de Roumanie, donc des pays de l'Union européenne. Déjà, expliquez-moi comment est-ce que vous procédez, comment est-ce que vous avez repéré ces camions? Alors en fait, on a été invité
par justement les ONG pour constater avec eux les conditions de transport. C'était pour la période de Pâques, puisqu'on a regardé les transports d'agneaux et de moutons. Ils ont des points stratégiques. On se met au bord de l'autoroute pour voir les passages des camions. On suit les camions, on regarde s'il y a des infractions visuellement déjà, et ensuite il y a toute une procédure qui est appliquée. Alors à bord de ces camions, vous avez retrouvé des moutons, des agneaux par centaines. Dans quelles conditions est-ce que vous avez pu constater qu'ils ont été transportés? Alors en fait, sur ces camions, sur le premier camion, par exemple, on avait une infraction sur le temps de transport. Le premier camion avait 35 heures de transport sans s'arrêter. Sur l'autre camion, il y avait des tétines d'abreuvage pour les animaux qui n'étaient pas adaptés. Ils étaient adaptés aux cochons et non pas aux agneaux et aux moutons. On a vu des animaux qui étaient non sevrés. Et puis sur la réglementation 1.2005, il faut que l'animal puisse rester dans une position naturelle, c'est-à-dire debout, et qu'il ait un espace suffisant sur la tête pour pouvoir bouger. Et ce n'était pas le cas. Alors finalement, ces deux camions, ils ont pu être arrêtés pour une inspection. Alors comment cette dernière s'est déroulée? Comment est-ce que vous l'avez signalé? C'était quoi la procédure? En fait, comme je disais, donc les ONG nous ont appelés, ils ont un certain nombre d'informations. Donc on se met sur le bord de l'autoroute avec eux, sur des parkings. Quand le camion passe, on suit le camion à plusieurs voitures. Quand on voit qu'il y a une infraction, on appelle les services de police qui sont prévenus déjà en amont. J'avoue que la police italienne, elle a été assez réactive à ce niveau-là. Alors on a un problème, c'est un problème géographique. C'est-à-dire que dès qu'on suit le camion, si ça ne fait pas partie du secteur de la première police qu'on a appelé, il faut qu'on continue à suivre le camion, donc ça peut durer 1 heure, 2 heures à suivre le camion. La police arrive, se met sur le côté de l'autoroute, double le camion et fait arrêter le camion à la sortie d'une aire d'autoroute et on commence l'inspection. Ensuite, pour l'un des camions, celui qui était en provenance de Roumanie, vous avez trouvé donc à son bord 600 moutons et agneaux. Vous avez constaté différentes infractions, temps de transport trop long dont vous avez parlé, système d'abreuvage défectueux. Quelles sont les sanctions prévues par la loi contre toutes ces bavures? Alors le problème, c'est qu'il n'y a pas eu, à part une amende, c'est tout ce qu'il y a eu. Et on ne peut pas laisser juste une amende au camion et laisser repartir le camion. Alors, comme je disais tout à l'heure, la police est venue, on a arrêté le camion. C'était assez bizarre parce qu'ils ont allumé les systèmes d'eau. Tout d'un coup, tous les animaux avaient à boire. Alors ça faisait 35 heures qu'ils n'avaient pas bu. Sur un des camions, ça a été particulier parce qu'il y a des animaux qui avaient du mal à respirer. Il y a eu une inspection de police. Ils ont regardé les papiers administratifs, les papiers de transport. Après, ils ont regardé dans le camion. Quand ils ont vu qu'il y avait des animaux qui respiraient quasiment plus, ils ont appelé le service vétérinaire qui est venu tout de suite. Et on a continué l'inspection avec eux. Mais en termes d'infraction, à part une amende, c'est tout ce qu'il y a. Et puis, le camion devait repartir parce qu'il restait 50 ou 100 km. Et il fallait qu'il reparte pour que les animaux arrivent à destination. Alors justement, pour l'instant, que des amendes. En termes de sanctions, vous, qu'est-ce que vous souhaiteriez? Moi, déjà, j'aimerais qu'on diminue le transport d'animaux vivants, qu'on privilégie l'abattage sur place et que, déjà, le temps de pause est important, les durées de transport, c'est important. C'est tout ça qu'il faut revoir au niveau du texte. Et puis, il y a une aberration dans le texte, c'est qu'il y a le temps de transport maritime est considéré comme un temps de repos. Avec les roulis sur les bateaux, ce qui s'est passé dans le canal de Suez, c'est pas possible que ce soit un temps de repos. Donc, Un autre déplacement dans le cadre de cette commission, c'était à l'abattoir de Blancafort dans le Cher, en France. En fin d'année dernière, cet abattoir avait été pointé du doigt, notamment par l'association L214 et la préfecture pour ses pratiques envers les animaux. Vous y êtes allé en mars dernier, vous étiez accompagné alors donc de l'association de protection animale, mais aussi d'un autre eurodéputé, Manuel Bompard. Vous avez notamment publié ensuite une vidéo sur votre site où on voit un camion arriver avec les volailles. Est-ce que les choses se sont améliorées pour les dindes et les dindons à la suite de cette vidéo? À la suite de cette vidéo, je dirais que non, puisque de décembre au moment où je suis allée sur place avec Manuel Bompard, on a constaté les mêmes choses au niveau du transport. C'est-à-dire les cages toujours aussi petites, les animaux même assis, ils ne pouvaient pas se lever, et même assis, ils n'avaient pas de place au-dessus. Les ailes dépassaient des cages, donc non, c'était absolument pas possible. Et en plus, on n'a pas pu voir l'abattoir, visiter l'abattoir, puisqu'on nous a refusé l'accès dans l'abattoir. On nous a dit non, c'est bon, tout est aux normes. Alors on vous a refusé l'accès. En tant qu'eurodéputé, en tant que membre de cette commission, quels sont vos pouvoirs? Jusqu'où vous pouvez aller
pour enquêter? Eh bien, par exemple, sur cet abattoir, j'y suis allée en tant que députée européenne, membre de la commission des transports, enfin commission des transports d'animaux vivants. J'ai demandé à rentrer dans l'abattoir pour voir ce qui avait été mis aux normes, parce qu'il y avait pas mal de choses qui n'étaient pas aux normes. On nous a refusé l'accès. Je ne peux pas aller au-delà de ça. On nous a refusé de rencontrer le vétérinaire de la DDPP qui était sur place et on nous a dit, vous inquiétez pas, tout est aux normes. Ce qu'on a pu voir et constater, c'est les camions qui arrivaient, donc on était à l'extérieur. Donc voilà. Si on ne peut pas voir, on peut... Exactement. Et c'est pour ça que je fais pas mal de missions sur le terrain pour essayer, malgré tout, de certaines choses. Oui. Autre thème, la pêche, dont nous avions déjà reçu dans Zone Europe, donc sur ce thème, puisque vous siégez au sein de la commission pêche du Parlement européen. La justice européenne a confirmé l'interdiction de la pêche électrique. Oui. La Cour de justice européenne a rejeté un recours des Pays-Bas qui voulait maintenir cette technique. La décision prendra effet à partir de juillet. Est-ce que vous pouvez d'abord nous décrire cette technique de pêche? Elle était très utilisée aux Pays-Bas, c'était une pratique courante, mais aussi est-ce qu'elle est utilisée ailleurs? Elle était utilisée aussi en France. Alors moi j'espère vivement qu'elle s'arrête au 1er juillet parce que les textes, c'est une interdiction, donc il ne faut pas aller au-delà. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'on a pu octroyer des licences ou des dérogations de licences, et ça c'est pas normal. Donc ils n'ont pas obtenu gain de cause pour l'instant. Alors la technique de pêche, c'est un chalut équipé d'électrodes qui émet, je dirais, un champ électromagnétique. Du coup, tout ce qui est au fond remonte en surface avec cette onde de choc, on va dire. Le problème, c'est que il n'y a pas que les poissons qui remontent, il y a tout ce qui est animaux marins en général. Il n'y a pas de sélectivité. Au niveau des juvéniles, c'est pareil. Et au sein de la biodiversité, c'est désastreux. Ouais. Alors pourquoi est-ce qu'elle est jugée néfaste sur l'environnement? C'est pour cette raison. Cette interdiction de la pêche électrique, c'est une décision que vous aviez, que vous saluez, votre combat depuis des années? C'est un combat depuis des années. Sur la mandature précédente, c'était Yannick Jadot qui s'occupait du combat de la pêche électrique. Je continue ce combat et je vais faire en sorte que ce combat s'arrête avec justement l'obtention de la fin de cette pêche électrique. Alors vous militez aussi pour un meilleur contrôle des pêches en général. Vous vous êtes exprimé en ce sens devant le Parlement. Le but, protéger les populations de poissons, mais aussi les inégalités envers les pêcheurs, c'est votre objectif? Oui, parce qu'il y a une injustice et une grande injustice entre la pêche industrielle et la petite pêche côtière. Sur la répartition des quotas, on dit oui, mais c'est les États membres qui gèrent les quotas au sein de chaque État. Le problème, c'est qu'il y a un article 17 qui répartit les quotas sur des critères environnementaux, sociaux, qui n'est pas appliqué. Et d'ailleurs, sur la problématique du thon, elle n'est pas appliquée notamment par la France. Quels sont les moyens aujourd'hui dont l'Union européenne dispose pour contrôler la pêche? Alors déjà, il faut faire pression sur les États membres pour faire appliquer cet article 17. Et puis, on a obtenu une victoire il n'y a pas très longtemps sur le règlement de contrôle avec les VMS. On a des systèmes de vidéosurveillance sur des zones marines protégées où il y a un bip qui émet quand un bateau va sur une aire marine protégée, va pêcher dans une aire marine protégée. La vidéosurveillance, elle est sur les bateaux ou dans les ports? Sur les bateaux. Sur les bateaux, oui. Directement. Oui. Merci beaucoup, en tout cas, Caroline Rose, d'avoir été avec nous dans Zone Europe pour parler donc des conditions d'animaux de transport et aussi de la pêche. Vous êtes eurodéputé Les Verts, Alliance Libre Européenne, et vous êtes également membre de la commission de la pêche et de la commission d'enquête sur la protection des animaux dans le transport. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Je vous emmène en Normandie cette semaine pour redécouvrir les produits du terroir. Des produits qui bénéficient souvent de labels européens. C'est le cas par exemple du Neuchâtel. Ce fromage a obtenu son appellation d'origine protégée en 1996. Et vous aurez besoin de Neuchâtel, notamment pour la recette du Hambourger avec Grégory Lambert, chef du bistrot Lambert à Bernay, dans l'Eure. Zone Europe Voyage. Bienvenue au bistrot Lambert, donc je suis Grégory Lambert, chef et propriétaire avec ma femme, il ne faut pas l'oublier, du bistrot Lambert. Donc aujourd'hui je vais vous proposer une recette de Hambourger, puisqu'on dit Hambourger au bistrot Lambert, on est 100% local, 100% terroir. Là on va vous faire un Hambourger donc made in Normandie, donc vous allez avoir toute la Normandie vraiment concentrée dans un seul burger. Vous allez avoir donc un buns artisanal, multigraines avec du lin qui compose pas mal de nos champs. Je vous ai fait un petit chutney de pommes en guise de sauce.
Vous allez avoir un haché de bœuf, donc pure race normande, 200 grammes la bête, hein, donc c'est pour les gros mangeurs. Vous allez avoir une galette de pommes de terre donc, qui vient de la ferme Vauclin au Neubourg. Et puis vous allez avoir enfin pour terminer du bacon qui vient de la ferme Yvilloise, donc juste à côté du Neubourg. Et vous allez avoir pour garnir le tout une crème de champignons, de Neuchâtel et d'andouille, histoire de rajouter un petit peu de gourmandise au burger. Donc pour faire ce hamburger 100% made in Normandie, donc on va commencer par le principal, la viande. Donc on est sur un haché de bœuf race normande qui vient des éleveurs de la Charentonne. On est sur une belle pièce de 200-210 grammes environ. Donc on va commencer par la mettre en cuisson. Voilà, avec un peu de sel, un peu de poivre. Et on va la laisser travailler. Ensuite, donc, on prend notre buns artisanal qui vient du pain de sucre. Hein, c'est une boulangerie-pâtisserie qui fait tous nos buns. Alors on échange, dès que j'ai des idées, il fait des tests, etc. Et on essaye de travailler ensemble. Donc là, on est sur un multigrain. On va ensuite, donc à la place la fameuse mayonnaise ketchup, là, je vous ai fait un petit chutney de pommes pour rester dans le terroir. Donc, comment est fait ce chutney de pommes? C'est des pommes qui sont donc cuites dans le vinaigre. Donc, on est sur du vinaigre de cidre pour être sur le tout pomme. Là, j'ai rajouté des raisins. Vous avez de la moutarde à l'ancienne et vous avez aussi du miel pour le côté sucré. Donc, principe du chutney, c'est que vraiment vous ayez quelque chose d'aigre doux hein, qui apporte à la fois du sucre et de l'acidité. Donc ça, c'est le petit chutney qui va vous réveiller les papilles. Ensuite, vous mettez donc une galette de pommes de terre. Donc galette de pommes de terre donc de la ferme Vauclin, donc qui est située au Neubourg. Pour faire une galette de pommes de terre, rien de plus simple. Si vous avez un robot qui râpe les carottes, etc., vous le mettez au robot, vous mettez les pommes de terre au robot. Sinon, à l'ancienne, avec une bonne râpe, vous râpez votre pomme de terre, surtout vous ne la lavez pas puisqu'on doit garder l'amidon. Et ensuite, vous façonnez des petites galettes, vous les cuisez de chaque côté pendant 3 à 4 minutes. C'est comme les frites, ça doit être croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur. Donc là, ça va rajouter un petit peu de gourmandise à notre burger. Pour l'instant, on regarde où en est notre steak. Voilà, on le marque bien. Donc après, c'est une question de goût pour le burger. Moi, je suis plutôt viandard et j'aime la viande saignante. Après, c'est une viande de qualité, donc il ne faudrait pas aller plus loin que le rosé hein, pour garder vraiment toute la saveur de la viande. Donc on est sur de la race normande, comme tout ce qui agrémente notre burger aujourd'hui. Donc pendant que la viande est toujours en train de cuire, je vais vous demander d'approcher ce qui va être, on va dire, une des pièces maîtresses de ce burger. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Vous n'avez pas les odeurs, mais nous, on les a. C'est une crème de Neuchâtel, cidre et champignons qui va venir garnir le dessus de notre steak et qui va venir enrober vraiment tout le burger. Donc là, on a vraiment toute la Normandie vraiment condensée dans un seul produit. Ça va venir napper tout le burger pour avoir quelque chose vraiment de très très gourmand. Donc ensuite, on va rajouter le bacon que j'ai préalablement passé à la plancha, donc qui vient de la ferme Yvilloise. Donc on est toujours sur une viande de porc, et ça j'y tiens. Ils sont élevés vraiment dans le respect et le bien-être de l'animal. Pas d'antibiotiques, pas de conservateurs, pas d'additifs. On est vraiment sur un très très bon produit et on est sur du local. Je le répète une fois de plus, c'est vraiment très très important. Le fameux steak de 200 grammes qu'on vient disposer sur sa petite galette de pommes de terre. Ensuite, donc, le bacon grillé. Et pour terminer, on va napper le burger avec une crème d'andouille, cidre, Pont-l'Évêque qui va venir enrober voilà, le burger. Voilà, on n'a plus. Il faut que ça dégouline un burger, hein, c'est comme ça. Hein. Hop, un petit pic de présentation pour maintenir la bête.
Voilà, donc le hamburger made in Normandie, donc 100% local, 100% terroir, donc avec un buns multigrain donc artisanal, un petit châtenay de pommes, une galette de pommes de terre, un haché de bœuf race normande, 200-210 grammes, la bête, bacon grillé de la ferme villoise, et puis on termine le tout pour le côté gourmand avec une crème de Neuchâtel, champignons, cidre et andouille qui vient recouvrir voilà, ce burger avec bien évidemment les frites maison du bistrot au paprika et pour se donner un peu de bonne conscience, un peu de coleslaw avec des petites lamelles de pommes légèrement citronnées. Les expressions populaires, être très connu, les Français disent être connu comme le loup blanc, les Portugais, eux, disent être plus connu que le pape. Que dit-on ailleurs? Regardez. Zone Europe, expression d'ici et d'ailleurs. Au Portugal, on dit ser mais conhecido que o pape, ce qui signifie être plus connu que le pape. En Italie, on dit essere conosciuto come l'erba bettonica. Cela signifie être connu comme l'herbe labétoine. En Espagne, on dit ser más conocida que la Pepita en su barrio, être plus connu que Pepita dans son quartier. Zone Europe, c'est terminé. Merci aux équipes techniques du Parlement européen de Bruxelles. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet et notre application Radio Sensation et aussi sur TV78. Rendez-vous la semaine prochaine. Très bonne soirée. Zone Europe sur Sensation.